Ça fait vraiment toute la différence. Merci beaucoup. Nous voici donc maintenant arrivés à la deuxième partie de notre dîner-conférence. Tout d'abord, j'aimerais saluer en votre nom notre invité d'honneur, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Et sans plus tarder, je passe immédiatement la parole à M. Yves Thomas Dorval, président directeur général du CPQ, qui viendra d'abord présenter notre invité, qui reviendra ensuite sur scène après la conférence pour une courte période d'échange et pour le mot de la fin. Alors, ça conclut mon intervention en ce qui me concerne. Je m'appelle Diane Martin. Je vous remercie beaucoup d'avoir encore une fois apporté cette qualité d'attention et je vous laisse poursuivre avec nos invités. M. Dorval. Merci beaucoup, Mme Martin. Alors, bonjour à vous tous, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Blais, Emploi et Solidarité sociale, Madame la Consul générale de France de Québec, Messieurs, Mesdames les lauréats, avec vos témoignages, mais aussi, surtout, votre exemplarité, votre leadership inspirant. Merci d'être avec nous, de partager votre passion pour le développement de la prospérité du Québec. Merci aux invités de la table d'honneur et bienvenue évidemment à tous les membres ici dans cette salle. Merci d'être avec nous en ce moment exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que ce déjeuner-conférence annuel suit notre Assemblée générale au Conseil du patronat du Québec, le CPQ, et c'est une occasion au cours de laquelle nous, on partage avec les membres, évidemment, nos résultats, nos projets. Et cette année, c'est particulier parce qu'on a des cycles de planification de 4 ans. Et on a notamment aujourd'hui la publication d'une nouvelle plateforme économique pour les 4 prochaines années que nous désirons partager avec tous et toutes, et évidemment avec ceux qui probablement se lanceront au cours de l'année en campagne électorale et ceux qui suivront l'année suivante aussi dans une autre campagne électorale au niveau fédéral. Alors, pour les réalisations, évidemment, je ne vous entretiendrai pas aujourd'hui de toutes les réalisations du CPQ, mais je vous invite à aller sur notre site Web et consulter notre rapport d'activité. Vous allez voir, il y a tout ce qu'on a fait pour aider à la prospérité du Québec au cours de 2017, mais également au cours des 4 dernières années, parce que si on a une plateforme pour les 4 prochaines années, c'est parce qu'on vient de terminer une plateforme pour les 4 dernières années. Alors, je vous invite à aller sur notre site Web, notre site Internet, pour regarder ce qu'on a pu faire et vers où on se dirige. À travers ces 4 années-là, il y a un élément quand même majeur pour le CPQ qu'on a enclenché au cours des 4 dernières années, qui était la campagne Prospérité. La prospérité.québec, vous pouvez aller sur le site prospérité.québec, vous allez voir les choses qu'on a faites. Et elles sont nombreuses. Et je voudrais remercier les partenaires, ceux qui nous ont appuyés financièrement pour mener ça. Je dirais d'une façon, dans un contexte un peu particulier. En fait, pour vous rappeler un peu l'histoire, il y a 4 ans, le CPQ a fait le pari qu'il était possible au Québec d'entretenir un dialogue constructif et empathique avec des parties prenantes qui se parlaient parfois peu ou pas dans tous les domaines, afin de favoriser une meilleure compréhension des employeurs, des enjeux des employeurs et des entreprises. Cela a été fait malgré l'existence de divergences de points de vue, parfois, de défis d'acceptabilité sociale autour de certains projets, de certaines manifestations à l'occasion et de certains conflits de travail. Mais grâce à la confiance et à la contribution de nos partenaires, nous avons collectivement fait la démonstration qu'il était possible de faire rayonner une définition et une vision rassembleuse de la prospérité. Un tour de force dans le contexte où plusieurs n'avaient parfois Dieu que pour un autre mot qui possède des consonances similaires et qui malheureusement se déroulait en même temps. Le mot prospérité est aujourd'hui sur de nombreuses lèvres et de toutes les parties, de toutes les origines, c'est vraiment un mot rassembleur. À travers cette campagne, le CPQ et ses partenaires ont cherché à se faire des représentants d'une vision de la prospérité pour le Québec, où parler d'économie et d'argent, ce n'est pas un tabou. Où parler d'économie, et on l'a vu avec des témoignages aujourd'hui, signifie aussi parler de développement social, de transition énergétique, de protection de l'environnement. L'œuvre n'est pas achevée, elle ne le sera jamais, mais les bases sont aujourd'hui plus fortes qu'hier et nous en sommes convaincus. Au final, les conclusions de cette campagne ont également contribué à renforcer le CPQ dans son ADN
de valeurs et de convictions et dans sa capacité de faire œuvre utile pour la réputation de tous les employeurs du Québec, en consolidant son aptitude à bâtir sur des consensus forts ou des compromis pragmatiques. Et je vous invite donc à prendre connaissance de la plateforme que nous rendrons publique aujourd'hui. Il y a 6 domaines d'intervention qui sont les priorités des employeurs, 24 priorités à l'intérieur de ces 6-là, et on va jusqu'à près de 150 propositions, pas pour cette année, pour les 4 prochaines années, évidemment au niveau provincial, fédéral, voire municipal. Alors, c'était mon petit message corporatif, bien sûr, et il me reste maintenant à vous présenter les grandes lignes du parcours de notre invité spécial dans ce qui suit. Mais juste avant, je voudrais quand même souligner que demain sera aussi une journée très importante. C'est le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Le CPQ offre ses pensées, évidemment, aux familles et aux proches des personnes décédées ou blessées à l'occasion du travail. Et ça doit nous renforcer dans la nécessité chaque jour de préserver un environnement de travail sain où la prévention est aussi importante que le reste. Maintenant, quelques mots sur le parcours de M. le Premier ministre. Né à Montréal le 26 juin 1957, il obtient un doctorat en médecine en 1979, suivi d'un diplôme en neurochirurgie en 1985 de l'Université de Montréal et un certificat de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1985. M. le Premier ministre a occupé par la suite plusieurs postes de chirurgien, de professeur, de directeur de département de chirurgie, en plus de s'impliquer professionnellement au sein de plusieurs conseils d'administration et organismes reliés à la santé, et ce jusqu'en 2003. Élu député libéral dans Mont-Royal en 2003, M. Couillard est réélu dans Jean Talon en 2007 et devient ministre de la Santé et des Services sociaux du 29 avril 2003 au 25 juin 2008. Après un séjour dans le secteur privé, il revient en politique et est élu à la chefferie du Parti libéral du Québec le 17 mars 2013. L'année suivante, il est officiellement élu dans la circonscription de Roberval et devient le 31e premier ministre du Québec. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Bonjour à tous, à toutes. Plaisir de me retrouver avec vous. Si vous demandez le rapport entre ma carrière médicale et ce que je fais maintenant, dites-vous bien que diriger un groupe de chirurgiens, ça prépare très bien à diriger le Québec. J'en dirai pas plus long. Je veux saluer, bien sûr, tous les membres de la table d'honneur. Monsieur le Premier ministre Johnson, Pierre-Marc Johnson est avec nous. Monsieur Raymond Bachand, que je salue amicalement, François Blais, mon collègue du Conseil des ministres. Bien sûr, les lauréats en particulier, qui sont tous des gens remarquables, vous l'avez entendu. Vous permettrez de parler rapidement de 2 d'entre eux. D'abord, M. Léger, pour la reconnaissance de votre carrière remarquable dans le milieu des affaires, un modèle d'entrepreneur pour les Québécois, pour les francophones, à une époque où le monde des affaires leur apparaissait bien rébarbatif. Vous avez bâti une entreprise formidable. Et vous avez été également un précurseur. Et on a été associés dans ces 2 éléments-là. D'abord, à l'époque où on introduisait la loi sur le tabac dans les lieux publics, vous êtes le premier à donner le signal que ça disparaissait de l'intérieur de vos restaurants. Il fallait du courage et de la détermination. Et vous l'avez dit, on s'en parlait tantôt, dans le transport électrique, vous avez été également un précurseur en donnant accès à la recharge sur les lieux de vos restaurants. Alors, bravo. En passant, mesdames et messieurs, vous avez vu les prix de l'essence. C'est le temps de passer à l'électrique. Je vous suggère d'envoyer votre argent, de le garder au Québec plutôt que de l'envoyer à l'étranger pour le pétrole. À vous de décider. Mais il me semble que c'est un choix logique, n'est-ce pas? Je voudrais également parler de Mélanie Paul, comme députée de Roberval particulièrement. J'espère que vous avez bien saisi l'importance des mots qu'elle a prononcés. Elle a parlé comme femme, mais également comme membre d'une Première Nation. Vous savez, cette Première Nation, les Inuits, ce sont eux qui ont accueilli nos ancêtres. Et ce sont eux qui leur ont sauvé la vie à l'époque. Et nous voici quelques siècles plus tard, 4 siècles plus tard, avec les conditions de vie qui vous ont été décrites, avec cet écart qui n'est pas acceptable, qui doit être comblé. Et le message que j'aimerais donner à Mélanie et au peuple Innu, nous ne développerons pas le nord du Québec sans vous. Et quand je dis pas sans vous, pas juste comme témoin passif, comme participant et comme bénéficiaire du développement du nord du Québec. Alors merci Mélanie pour ce discours. Madame la Consul, également, toujours un plaisir de vous revoir. Bien sûr, je suis très heureux et honoré d'être parmi vous. Vous qui êtes des bâtisseurs, tous des bâtisseurs dans cette salle, du Nouveau-Québec,
mais pas juste du Nouveau-Québec d'aujourd'hui, des Nouveaux-Québec qui se sont succédés au fil des années. On a beaucoup travaillé ensemble au cours des dernières années, vous le savez. Je dirais, si j'avais à le résumer, que nous avons créé, je crois, de la confiance, mais vous avez créé la richesse. Et c'est une erreur que les gouvernements font souvent de s'attribuer tout le mérite de la croissance économique et de la création d'emplois. Le rôle des gouvernements, c'est de créer le contexte dans lequel vous investissez, vous engagez des gens, vous créez de l'emploi. Je crois qu'on l'a bien fait. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, au Québec, on avait l'habitude d'être les mauvais élèves de l'économie canadienne. Il n'y a plus personne qui dit ça au Canada actuellement. La tendance est inversée. On est en train de battre des records de performance économique qui nous permet d'investir dans nos programmes sociaux, notre solidarité commune et dans le développement économique. Vous avez vu les derniers chiffres de PIB annuel, 3,3 %. C'est remarquable, ça nous permet beaucoup de choses. Un taux de chômage qui est un plancher historique. L'évolution est intéressante, 7,8 % en 2014, 7,6 en 2015, 7,1 en 2016, 6,1 en 2017 et 5,6 % aujourd'hui. C'est du jamais vu, depuis que ces statistiques sont compilées il y a plus de 30 ans. Et à Montréal particulièrement, où on est passé de 9,1 à 7,3 % il y a 100 000 emplois qui ont été créés. Je me souviens d'un ancien premier ministre du Québec qui parlait de 100 000 emplois. Ceux qui ont mon âge peut-être s'en souviennent comme moi. On a fait juste à Montréal, juste dans la région de Montréal, la création de 100 000 emplois. Et le taux d'emploi est particulièrement en rapport avec le taux de participation des femmes au marché du travail et à leur participation économique également dans les entreprises du Québec. Je pense que c'est important de le dire. On se distingue du reste du Canada par la vigueur et la qualité de la participation des femmes à l'économie et au marché du travail. Mais le jour où on aura réussi, c'est le jour où on n'aura plus besoin de mentionner ça, parce que ça sera tout simplement normal et visible partout. Les Québécoises et les Québécois, donc, sont au travail, et le travail est de plus en plus payant pour eux, pour elles, et c'est important que ce soit le cas. Il faut que la prospérité soit perçue et répandue dans la société. La croissance du salaire horaire au Québec, c'est une des plus fortes au Canada, je répète, en particulier chez les femmes. Les entreprises grandissent, les citoyens s'enrichissent. C'est ça qui est en train d'arriver au Québec. Et votre contribution à cet élan social et économique que connaît le Québec, bien sûr, elle est essentielle. Vous êtes les créateurs et créatrices de richesse. L'engagement de cette belle communauté d'affaires, c'est la clé du progrès du Québec. Et encore une fois, notre rôle, c'est de vous aider à prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible pour investir avec Pierre Mac, avec Raymond, s'assurer qu'on joue notre rôle dans l'ouverture des marchés pour maintenir l'accès aux marchés internationaux au sud de notre frontière, en Europe, en Asie. Bien sûr, c'est de nous assurer également que vous avez en main les bons instruments pour le faire et que vous êtes dans un bon contexte pour le faire. Souvenez-vous, on avait un plan pour y parvenir. Je me souviens des premières allocutions que j'ai présentées dans les milieux économiques en 2014, peut-être même un peu avant, lorsque j'étais dans l'opposition. On avait cette ambition, on avait cette vision, et on l'a réalisé. Le vent de la croissance gonfle la voile du Québec. J'aime cette expression, nous qui sommes un peuple maritime, plus que les voiles des autres provinces canadiennes. On n'a pas vu ça beaucoup. Le Québec enregistre sa plus forte croissance des 20 dernières années. Ce n'est pas un accident. Il y a tout un travail qui explique ça, le vôtre, encore une fois d'abord, mais également celui des agents économiques que doivent être les membres d'un gouvernement. Souvenez-vous qu'en 2014, au Québec, il semble que c'est il n'y a pas longtemps, mais on dirait quelques années déjà, on passait vite, on faisait face à la perspective d'un déficit majeur de 7 milliards de dollars. On empruntait payer l'épicerie, comme on dit chez nous. Il y avait des finances publiques à redresser, la confiance également à remettre à l'ordre du jour. Il aurait été facile alors de dire, c'est trop difficile, on va laisser ça se tarir tout seul, puis ça va se régler, puis on y reviendra peut-être un jour. Non, j'ai décidé de prendre la situation à bras-le-corps et de diriger un gouvernement qui allait véritablement changer les choses et les changer de façon durable. Je crois qu'on peut dire qu'on a posé les bons gestes et fait les bons choix dès les premiers jours. On a eu le courage de poser ces gestes. C'est jamais facile. Personne ne vient diriger un gouvernement dans l'espoir de faire un redressement budgétaire, n'est-ce pas, Raymond? Mais lorsqu'il faut le faire, on le fait. On affronte la situation avec courage et si on est persistant, on arrive au résultat. J'en profiterai aujourd'hui particulièrement à cet effet pour rendre hommage à mon collègue Martin Coiteux, qui aujourd'hui annonce son retrait de la vie politique. Martin a été un des artisans principaux du redressement financier du Québec et je pense qu'on doit le féliciter et lui en être reconnaissant. Il a également modernisé profondément la relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Mais ce qui s'est passé pendant ces années, c'est deux choses. En même temps qu'on ralentissait la croissance des dépenses, j'insiste, on ralentissait la croissance des dépenses et non pas diminuer les budgets des ministères, les revenus se sont mis à augmenter progressivement grâce à l'activité économique. C'est ce qui nous a permis de rétablir l'équilibre et c'est ce qui nous a permis d'arriver à une situation qui, franchement, mesdames et messieurs, aurait été impensable il y a seulement quelques années. Le Québec a entamé le remboursement de sa dette.
Et voilà une question sur laquelle le milieu des affaires a toujours insisté avec raison. Nous avons réduit d'1 milliard de dollars nos paiements sur intérêt. Parce que les taux d'intérêt ont baissé, oui, mais surtout, la cote du crédit du Québec s'est raffermie. La confiance des marchés nous est accordée et on paye moins cher pour emprunter maintenant. Je ne sais pas pour vous, j'aime mieux envoyer 1 milliard dans nos écoles et nos hôpitaux que de l'envoyer aux banquiers. En tout respect pour les banques, mon cher Louis. Je pense que la plupart des gens ici vont pardonner ce choix. Ces gestes, donc, nous ont permis de retrouver les moyens. Il s'est passé quelque chose qui n'a pas été souligné dans les médias le 31 mars. Je dirais quelque part entre le 31 mars et le 2 avril, la dette brute du Québec est passée sous les 50 % de notre PIB. Je vous rappelle qu'on avait commencé à 55 %. Mais l'idée, ce n'était pas de rétablir les chiffres, c'était de faire des choses avec ces moyens retrouvés. En éducation, qui est la grande priorité du Québec, le grand projet de notre société, c'est l'éducation, la formation. Ça nous a permis d'ajouter 2,4 milliards de dollars, mais au-delà de ça, ça veut dire quoi, les milliards de dollars? Pas grand-chose pour les citoyens. J'ai jamais vu, moi, peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà vu 2,4 milliards de dollars, mais pas moi. On pourra embaucher jusqu'à 10 000 professionnels de plus, enseignants et professionnels dans nos écoles. Financer mieux nos universités, nos cégeps. Montréal, maintenant, est reconnue comme une des meilleures villes universitaires au monde. Grâce aux nouvelles ressources qu'on alloue à l'enseignement supérieur, on se donne les moyens, bien sûr, pour qu'elle reste à ce niveau d'excellence. On a, bien sûr, donné à nos entreprises de nouveaux outils pour vous aider à vous moderniser, à prospérer davantage et intégrer les nouvelles technologies, l'innovation dans vos façons de faire. Il y a eu des stratégies, l'aérospatiale, recherche et innovation, maritime, intelligence artificielle, l'agroalimentaire, l'exportation. Ce matin, je participais de l'autre côté de la rue avec Montréal International et la Chambre de commerce à une conférence sur l'internationalisation de Montréal. Vous voyez à quel point Montréal est devenu attractif pour les marchés mondiaux et pour les entreprises. Et on parlait particulièrement de l'intelligence artificielle. Vous m'avez entendu parler tantôt de l'éducation. S'il y a une chose à dire et à se redire entre Québécois et Québécoises, c'est que si on veut bâtir l'intelligence artificielle chez nous et en tirer profit, il faut développer au maximum notre intelligence naturelle, d'abord, en investissant en éducation de la petite enfance jusqu'à l'université. C'est ça qui va faire de nous des leaders de l'innovation et de l'intelligence artificielle au Québec, pour le Canada et pour le monde aussi peut-être. On a présenté une stratégie numérique, la première du Québec. On a apporté un meilleur soutien à nos PME. Je me souviens des conversations que j'avais dans mes tournées avant 2014, où je demandais aux entrepreneurs si vous avez 2 ou 3 problèmes que vous voudriez qu'un gouvernement vous aide à amenuiser. Je ne dis pas corriger complètement, mais amenuiser. Quels seraient-ils? Les 2 fondamentaux qui revenaient tout le temps, c'était la fiscalité et la charge administrative, la paperasse, le fardeau administratif. Et depuis 2 ans maintenant, et c'était présent avant, mais on le voyait moins, c'est la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. Alors, les impôts des entreprises ont été réduits. Je tiens à vous le dire également. Il y a eu des réductions d'impôts pour les citoyens, mais on a maintenant, avec le dernier budget, baissé de moitié l'impôt sur le bénéfice des PME de tous les secteurs. On avait commencé par le manufacturier, par la suite le secteur primaire et maintenant le secteur des services voit une diminution de 50 % de son impôt sur le bénéfice. Ça, c'était une réduction qui était déjà d'1 milliard du fardeau fiscal des entreprises, qui sera de 2,2 milliards pour les 5 prochaines années. C'est essentiel, non pas par dogmatisme, mais par nécessité. On se doit absolument de rester compétitif. Vous avez vu les actions fiscales que pose le président Trump, particulièrement dans le taux d'imposition des entreprises. On est toujours soumis à la concurrence pour attirer des entreprises chez nous. Il faut absolument qu'on s'ajuste et on peut le faire quand on a les moyens de le faire. Et pour ce qui est de la paperasse, bien, je ne prétendrai pas ici dans cette salle d'entrepreneurs qu'on est arrivé à destination, mais cependant, on a fait des progrès. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes reconnaît que c'est au Québec qu'il y a eu la plus forte réduction des formalités administratives et de la lourdeur associée à ces formalités. Par exemple, la création d'Entreprises Québec, j'espère que vous êtes allé voir le site Web, permet de réduire de 16 à 7 jours. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit non, on n'y arrivera pas. De 16 à 7 jours, le temps requis pour les démarches administratives. Alors, bien sûr, toujours fiscalité, toujours lourdeur administrative, mais pénurie de main-d'œuvre. Je suis certain que dans notre échange, tantôt, évidemment, on parlera beaucoup de cet enjeu de la main-d'œuvre. On a également choisi d'aider le secteur manufacturier parce que c'est vraiment un moteur économique chez nous, avec l'entreprise des services également, pour soutenir la modernisation, la robotisation des chaînes de fabrication. Et la grande satisfaction qu'on a eue, c'est de voir ce fonds rapidement utilisé. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un gouvernement que de voir une initiative rapidement utilisée. On avait mis 825 millions de dollars sur la table pour le manufacturier innovant. Tout a été investi maintenant. À l'inverse, quand on crée un programme et qu'on voit un an plus tard qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été utilisé, c'est que le programme n'était pas bon
Il faut rapidement s'en apercevoir et corriger le tir. Mais rassurez-vous, il reste encore des sous pour le manufacturier innovant. D'ailleurs, j'entendais le beau projet tantôt de Transcontinental sur la transformation suite à cette acquisition vers l'emballage. C'est vraiment une décision de transformation qui va exactement au bon endroit, au bon moment. On va encore appuyer davantage nos accélérateurs et nos incubateurs et on va aussi s'occuper des régions. Je vais vous le dire de façon vraiment, vraiment insistante. Moi qui suis maintenant un résident, un citoyen, je n'ai pas déménagé. Ma maison est encore à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. Et je suis un député là. Et mon mandat démocratique commence dans le comté de Roberval, avant d'être premier ministre du Québec. Il y a des polarisations qu'on peut craindre dans les sociétés qui sont les nôtres actuellement. Et j'ai été influencé par un texte d'un journaliste français sur la question, et je le répète à quelques reprises, 3 grandes polarisations. La première polarisation, c'est la polarisation socio-économique. Le monde divisé en ceux qui savent, celles qui savent, ceux qui ne savent pas, celles qui ne savent pas. Les nouvelles technologies, l'informatique, le nuage. Pensez aux gens autour de vous qui comprennent de quoi on parle ou non. Bien sûr, dans votre contact professionnel, oui, mais allez plus loin un peu. Vous allez voir que c'est très flou pour les gens. Donc, cette polarisation de la connaissance et de l'avancée technologique, c'est la première. Et la deuxième, c'est la polarisation géographique entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et si on laisse ça arriver, ça va être très négatif pour le Québec. Alors, c'est pour ça qu'on veut créer, nous, des pôles d'innovation dans toutes nos régions. Et qu'est-ce qui arrive quand une société est en train de se polariser comme ça? Elle se retourne vers elle-même. Elle devient craintive. Et la troisième polarisation arrive. C'est la polarisation identitaire, où chacun se retourne vers soi-même parce qu'on est inquiet que l'autre va accentuer notre crainte et les effets de la mondialisation ou des changements qu'on voit autour de nous. Et c'est ça également qu'il faut éviter. Et je crois qu'il faut toujours penser à ça lorsqu'on développe des politiques publiques et lorsqu'on observe notre société. On veut bien sûr parler plus d'équité fiscale, également pour les entrepreneurs. Vous avez vu que, et je crois que ça a été bien accueilli, on ne peut pas tout régler, nous, au gouvernement du Québec, sur cette question, mais il est foncièrement injuste que nos commerçants de détail aient à affronter une concurrence qui ne paye pas d'impôts. On l'a fait, on l'a mis en place, Carlos Letao l'a confirmé au budget, pour ceux qui vendent des films, des choses non matérielles. Le défi, c'est de le faire également pour ceux qui vendent des meubles. Imaginez que vous êtes un vendeur de meubles en région et vous avez vos voisins qui viennent voir votre salle de montre. « Ah, j'aime bien ce divan-là. Au revoir. » Et ensuite, on ne peut pas les blâmer. Ils vont à la maison, commandent le même divan par Internet, sans qu'il y ait d'impôts payés au Trésor public. Alors, ce n'est pas juste. L'OCDE le dit maintenant, ce n'est pas une position de gauche en passant, c'est une position d'équité. Et ça va arriver, ça va se corriger parce qu'il y a une mobilisation internationale là-dessus. Mais je suis très fier que notre gouvernement ait été le premier au Canada à poser un geste pour corriger cette inéquité. On a développé, bien sûr, une nouvelle stratégie de l'exportation parce qu'il faut aller conquérir ces marchés. Je vais le redire encore une fois, malgré ce qu'on peut entendre parfois. L'économie du Québec, c'est une économie de conquérants et de conquérantes. Ce n'est pas une économie d'assiégés. Il y a 3,5 fois plus d'entreprises québécoises qui font les acquisitions à l'étranger que l'inverse. Alors, ayons confiance. Voyons dans quelle direction les choses vont. Et franchement, pour un peuple de 8 millions, une nation de plus de 8 millions de personnes, d'être dans cette position, on est plus souvent à la conquête que l'inverse. C'est une très, très bonne nouvelle. Ce qui nous arrive, bien sûr, ce qui nous amène à la question des accords commerciaux, cette nouvelle génération d'accords commerciaux qui voit le jour actuellement. Pourquoi une nouvelle génération? Parce qu'on y intègre, encore une fois, des préoccupations d'équité, notamment pour les droits des travailleurs, les services publics, les recours juridiques divers que les entreprises peuvent avoir. Vous savez que le Québec a été au cœur de ces accords-là, en partant par l'accord de libre-échange avec les États-Unis, l'ALENA, l'AECG. C'est le Québec qui a soutenu le libre-échange au début, et c'est par le Québec que le libre-échange est arrivé au Canada. Et c'est Jean Charest, mon prédécesseur, qui est allé, j'allais dire presque seul, mais disons-le, oui, seul, un jour à Bruxelles pour parler à la Commission européenne pour débuter des conversations sur un accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Et vous voyez le résultat, Pierre-Marc, Raymond, l'accord est en application provisoire. On parlait ce matin de la compagnie Decathlon, une belle grande compagnie française qui vient s'établir chez nous. Il y a des compagnies, bien sûr, de chez nous qui vont pouvoir aller en Europe. L'ALENA, qui est en négociation actuellement, le partenariat transpacifique, qui a été signé récemment, et on a des conversations qui débutent, le Canada a des conversations qui débutent avec les pays du Mercosur. On s'est aussi donné les moyens de revoir la façon dont les gens se déplacent
et dont les marchandises se transportent. On a publié il y a quelques jours la première véritable politique de mobilité durable du Québec qui prévoit des investissements importants de 3,5 milliards de dollars. Je voudrais d'abord souligner l'apport positif du Conseil du patronat dans le cadre de la réalisation de cette politique et des consultations qui l'ont précédée. On a lancé le REM, le plus grand projet de transport collectif depuis le métro de Montréal. Moi, je me souviens d'avoir été dans un des premiers wagons du métro de Montréal. Je le vois encore rentrer dans la station Laurier. Quelle merveille c'était. Il y a juste un problème, comme j'étais un petit bonhomme, je m'étais assis sur le bord du quai, les pattes pendantes comme ça. Tout d'un coup, j'ai senti une grosse palouche qui est venue me chercher par le collet et qui m'a tiré. Heureusement, parce que je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'était pas fiers dans ces années? Le métro, l'Expo 67, il me semble, la baie James, il me semble qu'on rêvait à des trucs formidables et on était capable de les réaliser. Et je crois que ça va se refaire, mais ça va se refaire différemment, particulièrement avec la mobilité. Je crois sincèrement et profondément qu'on est entré maintenant dans une autre ère de grands projets au Québec, des grands projets de qualité de vie et de mobilité. Prenez le projet de Québec, le REM, la ligne bleue, juste ça, c'est 13 milliards, plus de 13 milliards d'investissements publics. Il reste beaucoup à faire. Il reste la couronne nord de Montréal, la couronne sud, l'Outaouais. Il y en aura au moins pour 20 milliards de projets. Ça se compare avantageusement à ce qu'on avait fait à l'époque à la baie James. On va être capable, avec ça, de faire du Québec un leader nord-américain dans le développement de solutions modernes de transport qui également font appel à l'intelligence artificielle. C'est un très, très beau projet d'avenir pour le Québec. Dans votre plateforme, bien sûr, qu'on a lu avec attention, vous parlez des convictions qui animent votre action, et je cite, « Le niveau de vie et la qualité de vie d'une population dépendent en premier lieu de sa prospérité économique. » C'est tellement simple et tellement vrai. Les choses les plus vraies sont souvent les choses les plus simples aussi. Et moi, j'aime dire, et tous ne sont pas d'accord avec moi, qu'il ne peut y avoir de véritable politique sociale progressiste sans qu'une société se donne les moyens de les mettre en place. Donc, pour parler comme Robert Bourassa à l'époque, créer la richesse avant de la distribuer, c'est au cœur de qui nous sommes, de notre ADN, et c'est ce qu'on est en train de réussir, et de nous redonner les moyens de la solidarité, qui est au cœur également de la Société du Québec depuis très, très longtemps. On a ajouté donc 6 milliards de dollars au budget de la santé et des services sociaux. L'ancien ministre de la Santé vous dit que c'est jamais assez, on le sait. En passant, c'est près de 40 milliards de dollars maintenant, le budget de la santé et des services sociaux. Imaginez. Je lisais dans un texte qu'on voulait me faire lire ce matin qu'on avait un système de santé gratuit au Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Mais il y a un choix social là-dedans. On le paye collectivement parce qu'on croit dans une société, il faut aussi prendre soin les uns des autres. On a annoncé des supercliniques. J'espère que vous allez les utiliser le moins souvent possible, bien sûr, mais qu'on n'ait pas besoin d'aller s'asseoir dans l'urgence d'un grand hôpital si on a un enfant avec une otite le soir et qu'on est tous les deux arrivés du travail. On a tous, vous avez tous, ou presque tous ou toutes, vécu ces expériences-là. Il y a plus d'1 million de personnes de plus qui ont accès aux médecins de famille. C'est pas final, il faut encore continuer. Il y a un autre million qui attend. On va y arriver. On a réduit les impôts, tantôt je parlais des entreprises, mais des particuliers, de 1 500 $ pour une famille de classe moyenne. C'est une des importantes baisses d'impôts de l'histoire récente du Québec. Et encore une fois, on ne le fait pas par dogmatisme. On parlera peut-être tantôt, Yves Thomas et moi, des prochaines années. Bien sûr, on est toujours heureux de pouvoir baisser les impôts. Mais une fois qu'on a assis l'équilibre des finances publiques, qu'on contrôle notre dette et qu'on a assuré le financement de l'éducation et de la santé, des services publics principaux et préférés des Québécois. On a également, et ça, je suis particulièrement attaché à ça et très fier de le dire, François Blais est avec nous aujourd'hui, en créant cette prospérité, parce que c'est au cœur des valeurs qui nous rassemblent. On a également publié un plan de lutte à la pauvreté qui est très ambitieux, François, qui va permettre de sortir, tiens, voilà encore le chiffre 100 000, 100 000 emplois pour Montréal tantôt, mais 100 000 personnes de la pauvreté, sortir 100 000 personnes de la pauvreté. On est déjà dans la bonne direction. Et la mesure phare de ce plan, et ça, c'est une source de fierté pour nous qui est considérable, merci François de piloter ça, c'est l'introduction pour la première fois au Canada d'un revenu de base garanti pour les personnes à l'aide sociale inaptes au travail, qui ont des handicaps, par exemple, ou des enjeux de santé tellement importants que ces personnes, même avec le plus grand effort, ne pourront pas accéder au marché du travail. Alors, quand certains disent, bien, la façon de lutter à la pauvreté, c'est de créer des bonnes jobs, c'est vrai, mais ça ne règle pas la pauvreté pour tout le monde. Il y a des situations sociales, des situations personnelles qui vont bien au-delà de ça. Alors, c'est pour ça que ce geste était important. Pour les personnes aptes, cependant, non pas qu'elles n'aient pas de difficultés aussi, on pense qu'il faut au contraire, le plus possible, les inciter à l'emploi, surtout dans le climat de pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a mis le Québec sur la voie de l'avenir. On va entendre beaucoup parler de changement. Il faut changer.
moi, je vous soumettrai que le changement est en cours. Le Québec de l'équilibre budgétaire, de la dette qui diminue, des emplois créés, c'est tout un changement. Le Québec de la nouvelle relation entre les municipalités et le gouvernement du Québec, c'est tout un changement. Le Québec qui est regardé avec envie par les autres provinces canadiennes quant à sa gestion des finances publiques et de l'économie, c'est un sacré changement. Il faut continuer le changement. On est passé d'un défi de chômage à un défi de pénurie de main-d'œuvre. Vous le savez tous. Ça fait des années qu'on l'attendait, qu'on nous l'annonçait. Mais là, on est carré dedans. Vous le voyez très bien, chacune de vos entreprises. On est passé d'un déficit structurel à 4 budgets équilibrés consécutifs. 4 budgets équilibrés consécutifs. Et un horizon de 5 ans d'équilibre budgétaire, bien sûr, en souhaitant qu'il n'y ait pas de récession majeure au cours des prochaines années. Mais actuellement, les choses semblent relativement stables, malgré qu'il y a des frémissements avec les accords commerciaux, par exemple, et d'autres enjeux géopolitiques. On est passé, encore une fois, à l'amorce du remboursement de notre dette. On est passé d'un mauvais élève de l'économie à un premier de classe au Canada. Moi, comme Québécois, je suis fier de dire ça. On a tous vécu ça, de voir ces rapports. On disait le Québec à la traîne, le Québec à la traîne, le Québec à la traîne. C'est fini. Plus personne n'ose dire ça dans le reste du Canada. Le Québec s'est transformé, le Québec s'est renforcé. Souvenez-vous, pour l'emploi, un de mes passages préférés. Quand on a été élu en 2014, on avait envisagé la création de 250 000 emplois d'ici mai 2019. On est en avril 2018. Plusieurs avaient dit que c'était impossible, fantaisiste, on ne peut pas y arriver. Moi, j'aime dire, comme en paraphrasant une autre, impossible n'est pas québécois. On va y arriver, et c'est vous qui avez créé ces emplois. Mais vous les avez créés parce que vous aviez la possibilité de le faire, parce que le contexte le favorisait. Nous, on y croyait. On savait que le potentiel était là, mais je crois qu'on a eu raison. On est, pour votre information, on est à près de 240 000 emplois, plus d'un an avant la date d'échéance qu'on avait fixée. Alors, on va voir les prochains chiffres, ça fluctue beaucoup, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Et je pense clairement qu'on peut dire qu'on a amené le Québec ailleurs, dans une autre situation. Et il faut maintenant nous repenser en gagnant. On ne se le dit pas assez entre nous au Québec. Mais si vous allez dans le reste du Canada, je suis certain que ça vous est arrivé. Mon Dieu, qu'est-ce qui est en train d'arriver au Québec? Qu'est-ce qui se passe? On est habitué à vous considérer comme des mauvais exemples, et voici maintenant que c'est le contraire. Comment se fait-il que ça vous coûte moins cher que nous, en Ontario, d'emprunter sur les marchés? Alors, je pense que ça prouve que le plan fonctionnait. Il était très simple, le plan. Hein? Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Ensemble, ça veut dire qu'on s'unit tous. On ne se repousse pas les uns des autres. On ne parle pas de ce que les gens ont sur la tête, mais dans la tête. Et ce qu'ils peuvent apporter avec leur cœur et leur force à l'économie de tout le Québec, à Montréal et dans les régions. Les vraies affaires, c'est simple, c'est la santé, l'éducation et l'économie. Pas des faux enjeux ou des faux problèmes. Je suis fier de dire qu'on a tenu parole, qu'on a été un gouvernement rigoureux, responsable et ambitieux. Rien de facile. Et vous ne serez pas surpris de m'entendre dire qu'on désire, avec votre permission, continuer ce travail. Parce qu'on parle aujourd'hui de continuer à construire le nouveau Québec. Encore une fois, le nouveau Québec, ce n'est pas un rejet du Québec d'avant. L'histoire du Québec, c'est une succession de nouveaux Québec, avec chaque fois ses défis particuliers. Un Québec prospère, instruit, équitable, vert et mobile. On sait très bien que vous faites face à de nouveaux enjeux comme la pénurie de main-d'œuvre, et on sera présent avec des solutions innovantes. Bientôt, la stratégie de la main-d'œuvre sera publiée dans très peu de temps, mon cher François. Et on aura la chance d'échanger d'ailleurs dans les prochaines minutes à ce sujet. Alors, je vous remercie de votre attention. Bravo pour vos réussites. Bravo pour votre ambition. On est là pour la soutenir. Merci beaucoup. Toujours un peu délicat la veille d'une campagne électorale. Quand je dis la veille, c'est dans quelques mois. On ne veut jamais, surtout pour une organisation comme le CPQ, avoir de l'air partisan, mais effectivement, le Québec a connu, au cours des 4 dernières années, je dirais un changement, un virage très, très important. Je vais aborder tout de suite des questions qui sont issues de, dans le fond, les thématiques de notre plateforme. Et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, le défi de la main-d'œuvre. Vous savez, quand on a fait des sondages auprès de tous nos membres,
les employeurs, les entreprises, mais pas seulement les entreprises. Les employeurs, c'est aussi le secteur public, les municipalités, le gouvernement, les employeurs communautaires, les employeurs coopératifs, de toutes sortes. Le défi de la main-d'œuvre est majeur. Là-dessus, le CPQ avait déjà mis ça de l'avant comme sa première priorité. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, on vous remercie d'avoir participé l'année passée à la première édition des prix créateurs d'emploi. Puis pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, là, c'est le 24 octobre prochain à Québec, le prochain prix créateur d'emploi auquel vous êtes convoqués. Bon. Alors, le CPQ a mis ça de l'avant comme étant sa première priorité, les questions de main-d'œuvre. Il y a des investissements importants qui ont été annoncés dans le budget de cette année. Il y a même un fascicule, je pense que c'est la première fois, il y a un fascicule sur l'emploi avec plusieurs pistes. C'est un enjeu qui touche tous les employeurs, y compris l'État comme employeur. Et on aimerait savoir comment vous voyez l'implication de l'État. Puis vous avez parlé de la stratégie nationale sur la main-d'œuvre. Elle ne peut pas la dévoiler aujourd'hui, là. Bientôt. Mais comment On peut donner quelques idées, oui. peut-être. Hein? Si tu permets, François. Alors, allez-y. Écoutez, d'abord, c'est de reconnaître que c'est le problème principal de l'économie du Québec. C'est un gros changement parce qu'il y a quelques années, personne ne parlait de ça comme le défi principal. On parlait de productivité qui, en passant en rapport avec la croissance de la population active et son niveau de formation, mais on ne nommait pas le problème de pénurie de main-d'œuvre. Et la différence, c'est que maintenant, on le voit dans toutes les régions du Québec et même à Montréal ici, dans beaucoup d'entreprises. Alors, la première chose à dire, le premier mot à prononcer, c'est éducation-formation. Pour nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, il faut continuer à soutenir les réseaux d'éducation de la petite enfance à l'université, rendre des programmes de formation toujours plus flexibles et toujours plus adaptés. Alors, on aura des propositions pour l'adaptation des programmes de formation au marché du travail, également à l'adéquation du type de formation qu'on donne et des besoins spécifiques de chaque région pour le marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Quoique là, il faut y aller avec prudence parce que personne ne peut prévoir vraiment quels seront les métiers prioritaires dans 15 ans. C'est difficile de le faire, mais on peut au moins former des jeunes avec l'esprit agile qui vont être capables et bien équipés pour changer. Ça risque d'arriver fréquemment dans leur vie. Alors, éducation, formation avant tout et immigration. Je me permets d'insister là-dessus. Peu de gens savent, et on va le répéter, qu'au cours des 12 dernières années, 52 % des emplois qui ont été occupés l'ont été par des personnes issues de l'immigration. Si ces personnes n'avaient pas été avec nous, nous ne serions pas aussi prospères aujourd'hui. Et je vais le dire de la façon la plus simple possible, toute mesure visant à restreindre ou freiner l'immigration au Québec est une mesure anti-économique. Il faut voir l'immigration non pas comme un test de valeur sociale. Maintenant, notre ministère de l'Immigration, c'est un ministère économique au gouvernement, mais comme un enjeu de survie économique pour les régions. C'est particulièrement aigu dans les régions, mais pour le Québec au complet. Mais une fois qu'on a dit ça, on dit oui, OK, une immigration mieux sélectionnée en rapport avec les besoins et bien sûr intégrée et francisée. Alors, mieux sélectionnée, ça va passer par le fait de nommer les métiers ou les formations ou les occupations prioritaires pour chaque région. Également par le fait de demander à chaque candidat ou candidate à l'immigration, ce qui va commencer très bientôt. On n'ira plus par ordre d'arrivée sur la liste. Vous allez écrire une lettre d'intention dans laquelle vous allez nous expliquer votre projet québécois. Qu'est-ce que vous voulez faire au Québec? On ne parle pas de réfugiés, on parle d'immigrants, des gens qui font le choix de faire le grand voyage. Et avec ça, on va pouvoir dépister des gens qui ont des formations, des ambitions spécifiques qui correspondent à nos besoins ou qui sont prêts à aller s'établir en région. Non pas qu'il n'y ait pas de besoin ici, mais il y a des grands, grands besoins en région. Donc, la sélection est importante. La reconnaissance des compétences qui commence en amont de l'arrivée de la personne et qui se poursuit ici. Ensuite, l'intégration. On a annoncé des soutiens considérables pour les groupes communautaires qui font de l'intégration. Chez nous, ça s'appelle Porte ouverte sur le lac. Mélanie, on connaît ça. Ils accompagnent les immigrants qui arrivent chez nous pour les intégrer dans les entreprises. Et la francisation. Et là, sur la francisation, je pense qu'il faut préciser quelques éléments. Certains parlent de francisation obligatoire pour les immigrants. C'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que là, vous ne les envoyez pas travailler, vous les envoyez dans une salle de classe pendant des mois, puis ils ne sont pas tous heureux d'y être. La priorité, c'est les intégrer à l'emploi, et la francisation peut aussi se faire en entreprise. Moi, j'ai vu l'entreprise Rotobec, que beaucoup connaissent, dans la région de Chaudière-Appalaches. Ces gens-là ont une main-d'œuvre immigrante importante, en grande quantité. Ils ont été francisés par la commission scolaire sur les lieux de l'entreprise. Ils ont été au travail, ils ont eu des collègues de travail, ils ont appris le français également par ça.
mais ils ont été francisés en entreprise plutôt que dans une salle de classe. Alors ça, je pense que c'est important. Mieux intégrer, il y a près de 200 millions de dollars dans le budget pour l'intégration et la francisation. C'est un montant record. On peut faire toujours mieux, on peut faire encore mieux, on doit faire encore mieux. Mais bien sûr, lorsqu'on parle à la population de l'immigration, d'abord, le discours est devenu beaucoup moins négatif qu'il l'a été parce que les gens reconnaissent le besoin de main-d'œuvre, mais les gens insistent. Oui, oui, mais on veut bonne intégration et bonne francisation. Alors, on a bien compris le message et c'est là que les résultats vont être dirigés. Il y a beaucoup des suggestions du sommet Rendez-vous sur la main-d'œuvre qui ont été mises en application dans la stratégie. Par exemple, la plus grande flexibilité des programmes de formation, notamment des programmes techniques ou professionnels. Ça prend des siècles, parfois, pour ouvrir un nouveau programme ou changer un nouveau programme. Il va falloir que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile que ça. Alors, il y en a pour des centaines de millions de dollars, mais au-delà des centaines de millions de dollars, rappelons le fondamental, éducation, formation, et formation tout au long de la vie, et immigration. C'est clair. En passant, vous avez touché l'immigration. Je veux juste vous dire que pour le milieu des affaires, c'est généralement reconnu qu'on ne vise pas une réduction de l'immigration économique, celle qu'on sélectionne, davantage de contributions au marché du travail, mais avec une intégration améliorée, donc une sélection améliorée et aussi une rapidité améliorée, parce qu'il y a des enjeux souvent pour plusieurs employeurs d'avoir accès à une main-d'œuvre que même si tu l'as sélectionné à l'étranger, on n'a pas la capacité souvent au niveau bureaucratique, et ça, c'est pas juste le Québec, le fédéral qui a un rôle à jouer là-dedans, là, à pouvoir... Oui, il y a beaucoup de rôles, parce que l'entrée au pays est de juridiction fédérale, mais on travaille bien avec eux actuellement. Alors, ça m'amène au deuxième thème de notre plateforme économique, les lois et la réglementation du travail. D'ailleurs, votre gouvernement a déposé un projet de loi sur les normes récemment, et que ce soit les modifications au régime de rente ou les avantages sociaux, les questions d'augmentation de salaire minimum. Il y a eu encore des études récemment. Devant la réforme sur la loi sur les normes, ça touche beaucoup de choses. Les agences de placement, la question des avantages sociaux, moi, ce que j'appelle les clauses de différenciation de traitement et non pas de disparité en fonction de l'entrée en service, la flexibilité et bien sûr le désir pour les travailleurs d'avoir accès à une meilleure qualité de vie. Et tout ça, quand on regarde tous ces éléments-là, y compris le dernier projet de loi sur l'assurance parentale, quand on regarde tout ça, chacune a poursuivi des objectifs. Chaque mesure poursuit des objectifs vertueux. Puis on ne peut pas être contre la vertu. Mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, bien là, pour des employeurs, là, ça peut commencer à faire pas mal de changements avec des coûts, que ce soit quand on accumule toutes ces choses-là. Les employeurs sont sensibles. Les employeurs, de toute façon, sont destinés à offrir des bonnes conditions dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir toujours des lois qui en rajoutent. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce côté-là. Et qu'avez-vous à dire aux employeurs qui sont inquiets à ce sujet? Bien, d'abord, c'est qu'on les a entendus et on s'était engagés parce qu'on pourrait ajouter à la liste que vous avez donnée, salaire minimum, loi sur les normes, les cotisations pour la retraite également qui ont été augmentées, comme vous le savez. On s'était engagé à donner un signal d'oxygène au budget sur le plan fiscal et je pense qu'on peut dire qu'on l'a fait. Et on a ciblé, bien sûr, l'impôt sur le bénéfice des PME, mais les taxes sur la masse salariale. Le fonds de santé va beaucoup, beaucoup baisser au cours des 4 prochaines années. Et ça va permettre, je crois, d'atténuer, je ne sais pas d'annuler, mais d'atténuer. Maintenant, vous avez raison. De toute façon, dans l'état actuel de la main-d'œuvre, la simple et bonne loi de l'offre et la demande va faire en sorte que vous êtes en compétition de toute façon pour la main-d'œuvre. Et quelqu'un qui rencontre un nouvel employé auquel il tient ou elle tient ne peut pas lui dire, bien, nous autres, c'est 2 semaines de vacances pour 5 ans, puis après, on verra. Les jeunes, maintenant, là, ils ne resteront pas vous voir longtemps si vous leur dites ça. Alors, vous êtes tous amenés, de toute façon, à aller dans cette direction-là. Cette loi-là, elle n'est pas faite pour ceux pour qui ça va arriver naturellement. Elle est faite pour ceux qui sont plus précaires et qui ont de la difficulté à avoir accès même à ces conditions minimales. Et c'est à eux et à elles qu'on pense. C'est ça. D'ailleurs, souvent des secteurs féminins, secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des secteurs qui sont moins encadrés de toute façon, là, de toutes sortes par les mécanismes de protection des travailleurs. On a été également prudents, je tiens à le dire. D'abord, le salaire minimum. Et tous ne sont pas heureux qu'on n'ait pas appliqué certaines demandes, comme vous le savez, qui étaient très élevées. La règle à laquelle on va s'astreindre, et c'est bon que vous la connaissiez, je pense que vous la connaissez, c'est 50 du salaire horaire moyen du Québec. Et là, on est exactement à 50 quelque chose % du salaire horaire moyen. Au Québec, ça fait 12 $ de l'heure. En Alberta, où le salaire horaire moyen est à 30 $, bien, ça fait 15 $ de l'heure.
Alors, ça peut avoir du sens en Alberta d'augmenter le salaire minimum à 15 $, mais au Québec, actuellement, le risque, d'après moi, de perte d'emploi est trop grand. Par contre, ce que ça veut dire également, il faut vous préparer dans les entreprises pour ça, du moins ceux parmi vous et celles parmi vous qui ont beaucoup d'employés au salaire minimum, ce qui, en passant, est très rare. On pourrait faire un petit test de combien de pourcentage des emplois sont au salaire minimum au Québec? 6 %. Alors, ici, il y a probablement très peu d'employeurs qui ont des employés au salaire minimum. Mais le message qu'on donne, c'est qu'on souhaite que la croissance économique se poursuive, on souhaite que la productivité se poursuive. Donc, si la productivité augmente, la croissance se maintient, il est clair que le salaire horaire moyen du Québec va continuer à augmenter, ce qui serait une très bonne nouvelle. Mais ça veut dire également que le salaire minimum, chaque année, va se maintenir à 50 % du salaire horaire moyen. Pour les vacances, vous avez vu ce qu'on a fait. On a tout simplement raccourci le délai. Au lieu d'attendre 5 ans, c'est 3 ans. Il y avait déjà des jours de banque pour les enfants malades, les parents malades. On en donne 2 payés, mais le même jour total. L'assurance parentale crée une banque de jours également et une flexibilité pour le retour au travail avec l'accord de l'employeur. Je tiens à le mentionner. Ça se négocie entre l'employé et l'employeur, ces choses-là. Mais regardez, c'est des choses qui sont dans l'air du temps. Et avec raison, les jeunes, maintenant, sont aussi... Moi, ça me frappe beaucoup quand je parle aux jeunes travailleurs, aux jeunes entrepreneurs. Ils me disent toujours, vous savez, bon, ils commencent toujours par me dire, c'est pas comme dans votre temps. Bon, j'accepte. Mais ils disent également, pour nous autres, les conditions matérielles du travail sont importantes. Ils ne prétendent pas que ce n'est pas important pour eux, le salaire que vous leur offrez. Mais l'environnement de travail, la qualité de vie au travail est aussi important. Et souvent, ils vont faire des choix d'emploi ou des choix de quitter un emploi pour un autre pour des raisons d'environnement et de qualité de vie au travail plutôt que pour des raisons de salaire. Ça, de toute façon, comme on le disait tantôt, vous êtes amenés dans cette direction. Alors, je crois qu'on a été prudent. On a été prudent. Pour les fameuses clauses, comment voulez-vous que je les appelle? Différenciation. De différenciation. On a été également prudent. D'ailleurs, on nous reproche cette prudence. On n'a donné aucun caractère rétroactif à cette loi-là, de sorte que ce qui a été négocié de bonne foi à la table ne sera pas revu. On parle de nouvelles conventions collectives. Et donc, ça amenuise beaucoup l'impact. Écoutez, on y a pensé. On a eu des grands débats parce que dans notre parti, on est très attaché à nos valeurs et une de nos valeurs qui nous a été donnée par notre commission jeunesse, c'est l'équité entre les générations. Donc, des voix se sont levées. Bien, on devrait, pour respecter cette valeur, ne pas limiter aux nouvelles conventions, mais même reculer dans le passé. Après réflexion, on a trouvé que ça créerait un tel désordre que ce serait possiblement impossible à gérer et que finalement, pour l'économie, ce serait négatif. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé de façon rétroactive sur cette question-là. Alors, sur ces aspects-là, on vous dit, gardez le fort parce que la pression est immense, que ce soit sur le salaire minimum, que ce soit sur les clauses de différenciation. En fait, ce que les employeurs veulent, c'est bien traiter leurs employés, mais c'est surtout de la flexibilité. Et plus on fournit des cadres trop rigides, moins c'est possible pour les employeurs d'adapter l'offre, par exemple, de ces avantages sociaux en fonction des besoins des différentes générations d'employés. Il faut tenir compte de la taille des entreprises également. Une entreprise de 20 employés, c'est pas comme une entreprise de 200 employés. C'est évident de le dire, là, mais des fois, on n'y pense pas souvent. Alors, vous avez dit tantôt que le Québec est déjà en changement. Oui. Donc, puis parlant de changement, il y a le changement climatique. Oui. Vous avez dévoilé votre politique de mobilité durable. Effectivement, on a travaillé beaucoup au CPQ là-dessus avec nos collègues, notamment dans le domaine du transport des marchandises, parce que souvent, c'était un domaine qui n'était pas nécessairement toujours pris en compte. Et on est très heureux parce que ça en fait partie. On n'est pas contre les objectifs de réduction de GES parce que les employeurs ils vivent dans la société comme tout le monde. On veut avoir un environnement sain. Il y a un certain scepticisme quant à la capacité réelle d'atteindre certains objectifs avec l'échéancier qu'on a, compte tenu peut-être un peu du retard qu'on a déjà. Et on espère évidemment que les choix vont être judicieux pour que les investissements qui soient faits dans les domaines aussi qui vont produire le plus de résultats, avec une gouvernance, avec une gestion de ces décisions-là qui soit aussi la plus efficace et optimale possible. Et on a, je pense, il y a un prochain document que vous allez publier, le plan directeur en transition énergétique, ça fait partie de ça aussi. Et vous avez vu que le CPQ s'est impliqué beaucoup d'une manière très ouverte et très inclusive avec les groupes d'environnement pour discuter de ces choses-là. Comment vous voyez maintenant le rôle des consommateurs? Parce que beaucoup de ces activités-là
vise, le secteur industriel a déjà contribué beaucoup, le transport, etc. Mais comment vous voyez le rôle des consommateurs là-dedans? Bien, d'abord, je dirais, c'est peut-être surprenant de m'entendre dire ça, mais le problème, c'est pas qu'on part en retard, le problème, c'est qu'on part en avance. On a de loin les émissions par habitant par année les plus basses au Canada, grâce à l'hydroélectricité et aux combustibles comme le gaz naturel qui nous permettent de faire la transition. Donc, tout ce qui était facile de faire est fait. Le bloc d'émissions qui reste, par définition, c'est le bloc le plus difficile. Low-hanging fruits, comme on dit en anglais. Ça, on a déjà pris ça. Pour descendre davantage, il faut aller à la principale source d'émissions. Oui, le consommateur a joué un rôle par ses choix. Je vous parlais tantôt avec une teinte d'humour, mais qui était sérieuse également, du choix qu'on peut tous faire d'aller au transport électrique plutôt qu'au transport avec combustible fossile. Mais la zone de réduction, c'est les transports. Et plus les transports lourds que le transport individuel. Vous avez parlé de transport par camion. Transport maritime également. Le transport maritime est une source importante d'émissions. D'ailleurs, on a donné un mandat, quand je suis allé voir le président Macron, on a donné ensemble un mandat à l'Institut franco-québécois maritime de travailler sur la question des émissions de gaz à effet de serre par le transport maritime. Alors, on a renouvelé le programme éco-camionnage pour inciter les entreprises de camionnage à choisir le gaz naturel liquéfié. Je pense que la technologie à l'hydrogène, si elle va de l'avant, elle risque d'aller de l'avant d'abord sur le transport lourd à longue distance avant le transport individuel à plus courte distance, pour des raisons tout simplement pratiques d'infrastructure. Et vraiment, c'est là. D'ailleurs, la majorité des sommes du Fonds vert, par loi, sont dirigées vers le domaine des transports. Et dans la transition énergétique, ce qu'on a fait, c'est, en fait, on l'a fait pour le Fonds vert également, c'est donner plus d'indépendance au processus. Alors, pour la question du Fonds vert, il y a un conseil de gestion. D'ailleurs, je crois que la présidente de ce conseil est parmi nous. Oui, bonjour, madame, qui va s'assurer que les décisions sont prises dans l'esprit du Fonds vert. Vous savez, dans un gouvernement, quand il y a de l'argent qui dort quelque part, le monde est bien intéressé à aller le chercher. Alors, il faut s'assurer que ces sommes-là qui sont importantes, on parle de 3 milliards, 2-3 milliards de dollars par année, soient vraiment capturées pour leur fin. Mais attention, il faut se souvenir que le but du Fonds vert n'est pas que de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est également de procéder à l'adaptation, la mitigation du changement à effet de serre et financer la recherche, par exemple. Donc, oui, une grande partie va pour diminuer les émissions, mais pas uniquement pour ça. Pensez à l'érosion des côtes en Gaspésie, par exemple. Bien, il faut que quelqu'un paye pour ça. On n'a pas l'argent si on n'a pas le Fonds vert pour le faire. Alors, ça, c'est le premier mécanisme d'indépendance, c'est le conseil de gestion. Et on a créé Transition énergétique Québec, Mme Gélina qui dirige cette organisation. Et c'est pour donner, encore une fois, plus d'indépendance dans les choix, notamment au sujet des transports. Dans la construction également, on peut faire des gains importants quant à l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Mais vraiment, les transports sont d'importance capitale. Alors, ce n'est pas pour rien que le projet de Québec, le REM, la ligne bleue ici à Montréal, ce sont 3 grands projets électriques. Et c'est plus important le transport lourd et le transport collectif en quantité de gaz à effet de serre que le transport individuel par automobile. Monsieur le Premier ministre, on aurait beaucoup d'autres questions parce qu'il y a énormément de thèmes. Je vous en lancerai une dernière, puis après ça, on va... Je me méfie dans ce temps-là, la dernière. Vous savez, une des préoccupations des promoteurs de projets, puis on le voit dans d'autres provinces actuellement, mais c'est vrai au Québec aussi, même des sociétés d'État ou parapublics ou péripublics, quand on a des gros projets, là, ou même des petits projets, c'est un défi de passer à travers tous les obstacles de réglementation. C'est un défi de passer, on parle tout le temps d'acceptabilité sociale. Le problème, ce n'est pas l'acceptabilité sociale, c'est de rechercher l'unanimité. À un moment donné, ça, c'est impossible. Et il y a des décisions à prendre, puis il y a des rôles de plus en plus partagés. Là. Maintenant, les municipalités ont des rôles à jouer de plus en plus grands. Le gouvernement, même le gouvernement fédéral, sur certains projets conjoints, etc. Mais tout ça, autant où vous avez raison de dire qu'on sent une croissance économique, qu'on sent une prospérité, vous avez raison de dire qu'on peut être un peu plus fier qu'on l'a démontré parce qu'on partait de loin. Mais comment on peut faire vraiment pour lancer le message à ceux qui veulent entreprendre? Puis dans le domaine des services, souvent, c'est pas ça qui est compliqué, mais c'est dans le domaine plus des projets qui ont un impact sur le terrain au niveau d'infrastructures, les gros capitaux et ainsi de suite. Et ça, le message, c'est « Bon Dieu que c'est difficile ». Peut-être que c'est vrai pareil partout ailleurs, on regarde chez nous, mais c'est ça la réaction. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces organes? Et ça touche les régions en particulier. Oui, beaucoup les régions. Tantôt, Louis Vachon, qui, je pense, nous a quittés,
Et il m'a dit ça de façon très intéressante. Je n'avais jamais pensé ça. Je lui demandais comment tu trouves, Louis, que ça va l'économie. L'économie va très bien en général, mais là, il dit qu'il faut faire une différence. Et il a cette classification nouvelle que je n'avais pas entendue. L'économie sans permis, l'économie de service va excessivement bien. L'économie avec permis, grand projet de ressources naturelles, par exemple, c'est plus difficile parce que les processus sont très lourds. Jusqu'à un certain point, c'est inévitable. Plus une société est démocratique et participative, plus vous allez avoir ces enjeux-là. Moins une société démocratique, moins vous allez avoir ces enjeux-là. Je nommerai pas les pays, mais des très, très grands pays où on n'a pas grand débat de société pour commencer n'importe quel projet. On ne veut pas nécessairement que ce soit comme ça. Alors oui, on veut alléger nos processus. C'est le ministère de l'Environnement qui est toujours pointé du doigt dans ce cas-là. Et je peux vous dire qu'on est très, très, très attentif à ce que vous, les entreprises, avez à dire, ce qui inclut nos sociétés d'État. La réforme de la loi sur la qualité de l'environnement que David Hurtel, avec brio, a piloté, elle a pour but de simplifier les choses. Et moi, je me méfie. Je sais qu'il y a à peu près 24-25 règlements encore en consultation. Je peux vous dire qu'on va prendre notre temps. On a adopté le grand règlement cadre, ça va. Et Isabelle Melançon qui a une capacité d'écoute considérable. Et inquiétez-vous pas, vous avez des députés au caucus qui lèvent la main pour dire, faire certaines observations. On veut que ça marche. Il faut que ce soit plus facile pour vous. L'esprit de la loi, il est simple et bon. C'est de classer tout de suite un projet en 3 catégories selon le risque environnemental. Risque élevé, risque moyen, risque bas. Risque bas, tu y vas rapidement, puis tu fais même auto-certifier le projet par le promoteur. Le problème, c'est, comme on voit dans l'Ouest et ailleurs, c'est les projets à impact environnemental important. Chez nous, c'est surtout les projets miniers. Alors, on reste avec un contexte favorable pour l'investissement minier. Vous savez qu'on a retrouvé notre classement, mais il y a toujours ces enjeux-là. Alors, moi, je veux être vraiment, vraiment à l'écoute des entrepreneurs, des agriculteurs, et également des sociétés d'État. Hydro-Québec m'en a parlé récemment des enjeux de réglementation pour que ce soit le plus efficace possible. C'est toujours la même chose. Tout le monde est pour l'environnement, mais alors on va s'assurer qu'on va vraiment à la destination choisie et qu'on simplifie véritablement les choses. Je peux vous dire qu'on est à l'écoute. On n'a pas l'intention de passer ça en rouleau compresseur sans avoir bien entendu les gens. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu nous rencontrer. Merci d'avoir partagé avec les gens dans la salle. Merci à nos récipiendaires, merci à nos partenaires et à vous tous. La signature, c'est notre slogan, nous autres, c'est « S'allier pour la prospérité ». Alors voilà, bonne journée.